Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. 50 ans après la création de l'université d'Abomey-Calavi, quels sont aujourd'hui les impacts des recherches universitaires sur le développement du Bénin? Éléments de réponse dans cette édition. Ce 15 avril, on célèbre la Journée mondiale de l'art, une journée qui vise à mettre en avant les artistes et leurs œuvres. À découvrir dans cette édition un artiste designer aux atouts originaux. Marak est son nom d'artiste. Et puis, la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en dira un peu plus. On ouvre cette édition par la recherche scientifique dans nos universités publiques nationales. La recherche universitaire est aujourd'hui acceptée par tous comme un secteur stratégique à l'origine de progrès socio-économiques. Au Bénin, 50 ans après la création de l'université d'Abomey-Calavi, l'on s'interroge de plus en plus aujourd'hui sur les impacts des recherches scientifiques ou universitaires de la plus vieille maison de l'étudiant béninois sur le développement du Bénin. Université d'Abomey-Calavi, guide des impacts des recherches scientifiques dans ce reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé l'entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus, ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. On reste dans le domaine de l'éducation pour parler de la formation professionnelle. Vous le savez sans aucun doute, se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais la formation professionnelle offre des qualifications dans un domaine précis, ce qui oblige les demandeurs d'emploi à être plus compétitifs sur le marché de l'emploi pour répondre aux exigences des recruteurs. Mais la formation professionnelle est-elle donc une solution contre le chômage ? Élément de réponse dans cet extrait.
La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Venons-en maintenant au secteur des arts et de la culture. On célèbre aujourd'hui, 15 avril, la Journée mondiale de l'art. Une journée qui a pour vocation de mettre en avant les artistes, mais aussi le patrimoine et les activités artistiques. À la découverte de cet artiste designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre, au verre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile dans ce portrait. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création. Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même. C'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Marak, un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voiture pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, part sous le capot d'une voiture. J'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique. Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part. Ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je me suis dit, c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis, je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adultes, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque. Mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures. Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau. Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus.
Le saturomètre, vous en avez déjà entendu parler sans nul doute. Le saturomètre est un petit instrument médical, principal outil de travail des urgentistes qui permet d'évaluer facilement et en temps réel l'évolution de la maladie de la Covid-19. Les personnels médicaux évaluent la gravité et l'évolution de l'état de santé d'une personne grâce à un saturomètre. À quoi sert concrètement ce matériel médical? Élément de réponse dans ce reportage. La détresse respiratoire, phase critique du Covid-19, l'étape souvent fatale. Une hantise pour le corps médical, plus que jamais d'alerte pour préserver les patients symptomatiques de ce péril sur les poumons. On observe de plus en plus de nouveaux cas de personnes qui ont des infections sévères et critiques et qui demandent l'usage d'un saturomètre pour contrôler leur saturation en oxygène, mais également pour se rassurer que ces personnes n'ont pas atteint le stade de l'aura cytokinique qui généralement est un stade fatal. Vérifier la saturation, c'est évaluer les fonctions respiratoires. Une surveillance qui se veut assidue chez les personnes les plus fragiles, surtout par ces temps où les variants font rage. Il s'agit d'avoir au minimum 90% de saturation en oxygène. Possible de prendre soi-même ces paramètres à l'aide d'un saturomètre seulement. Il ne faudrait pas attendre d'avoir une saturation basse. Le risque de saturation basse va aussi avec un risque de décompensation. Car le virus à couronne et ses variants invisibles et sournois renferment toujours de nombreuses énigmes qui ne sauraient être confiées à des mains inexpertes. D'autres informations toujours au plan international dans cette édition. Éco Inter de ce jeudi porte la scientu de Rodrigue Babagbeto. L'Afrique du Sud est en passe de perdre sa place de deuxième économique d'Afrique en termes de produit intérieur brut PIB. Selon des prévisions économiques du Fonds monétaire international FMI revues début avril 2021, l'économie de ce pays devrait cette année connaître un flux de valeur ajoutée de l'ordre de 329,5 milliards de dollars. Jusqu'en 2026, le Nigeria devrait générer un PIB cumulé de 4 346,5 milliards de dollars, tandis que l'Égypte le secondera avec 2 926,7 milliards de dollars et l'Afrique du Sud reste à la troisième place avec un PIB attendu sur la période à seulement 2 179 milliards de dollars. Fabriquer des vaccins contre la Covid-19 serait-il possible sur le continent africain? L'Union africaine y croit et souhaite accélérer les efforts dans ce sens. D'ici 2040, le CDC Afrique, entend des centres de contrôle et de prévention des maladies en Afrique, espère atteindre les 60% de vaccins fabriqués localement contre seulement 1% actuellement. L'Union africaine compte échanger avec les dirigeants et les experts africains sur la possibilité de fabriquer des vaccins sur le continent qui fait face à la pandémie de coronavirus. Cette conférence intervient dans un contexte marqué par la lenteur de la campagne de vaccination en Afrique contre une maladie qui a déjà touché au moins 4,3 millions de personnes sur le continent pour 115 765 décès. La production mondiale de charbon est-elle près de diminuer selon un nouveau rapport du cabinet d'analyse Global Data paru en fin de semaine dernière? On pourrait bien répondre non. Selon le dit rapport, la production mondiale de charbon devrait atteindre 8,8 milliards de tonnes en 2021, ce qui représente une hausse de 3,5% par rapport à l'année dernière, alors que les estimations faisaient état d'une baisse de 2%. En 2020, la production mondiale a en effet baissé de 2%, selon certaines prévisions, en raison de la crise sanitaire. Avec la reprise économique mondiale, cela est bien parti pour changer. L'Inde devrait être le plus grand contributeur de cette croissance. Sa production devrait passer de 777,7 millions de tonnes en 2020 à 1,2 milliard de tonnes en 2025. Elle sera suivie par la Chine, l'Indonésie, l'Australie et l'Afrique du Sud, dont les productions combinées devraient passer de 5 milliards de tonnes en 2021 à 5,43 milliards de tonnes en 2025.
Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.